Bienvenue dans le Pharmapreneur, le podcast qui donne les clés aux titulaires pour piloter leur officine comme une véritable entreprise, avec ambition, stratégie et bon sens. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine, je suis entrepreneur passionné, et chaque semaine je vous propose de prendre de la hauteur sur notre métier pour mieux le réinventer. Aujourd'hui on plonge dans un sujet aussi passionnant que stratégique, le choix de la structure juridique de votre officine. C'est une question que le son pose au moment de franchir le cap de la titularisation, souvent entouré de son expert comptable et de son banquier, mais que l'on oublie parfois de réévaluer ensuite. Pourtant, ce choix initial peut avoir des répercussions considérables sur votre fiscalité personnelle et la manière dont vous allez vous rémunérer, sur votre capacité à faire entrer en un associé ou un jeune diplômé ou même un membre de votre famille, sur la protection bien évidemment de votre patrimoine personnel en cas de coup dur, et bien sûr sur la transmission ou la cession future de votre officine. En clair, ce n'est pas seulement un choix juridique, c'est un choix stratégique, patrimonial, humain, et il faut bien le reconnaître, ce choix, il n'est pas aussi simple qu'il y a 15 ou 20 ans. À l'époque, la plupart des titulaires constituaient une SEL-ARL par réflexe. Aujourd'hui, entre les évolutions du droit des sociétés, les contraintes de l'ordre, la fiscalité mouvante et la montée en puissance des holdings, les SPFPL, le paysage s'est largement complexifié. On entend partout des acronymes à base d'URL, d'SARL, d'SELARL, de CELAS, de SPFPL, qui peuvent sembler techniques, rébarbatives, voire même anxiogènes. Mais derrière ces sigles, il y a en réalité des outils puissants, des leviers pour rendre votre officine plus résiliente, plus souple, plus attractive pour des associés, et surtout plus aligné avec votre vision entrepreneuriale. Parce qu'une officine qui est figée dans une structure mal adaptée peut vite devenir un carcan, difficile à transmettre, coûteuse fiscalement, fermée à de nouvelles opportunités, et à l'inverse, une structure bien pensée dès le départ, ou réajustée au bon moment, peut vous ouvrir des perspectives. Agrandir, regrouper, transférer, diversifier vos activités, préparer sereinement votre sortie, que ce soit pour la retraite, ou pour un nouveau projet. Alors, dans cet épisode, je vous propose une grille de lecture que j'espère claire, pragmatique, alors que vous soyez jeune titulaire qui démarre seul, pharmacien expérimenté qui envisage une association ou chef d'entreprise qui pense déjà à la transmission. Vous aurez à la fin de cette écoute, je l'espère, les repères nécessaires pour faire un choix cohérent, assumé et surtout aligné avec vos objectifs professionnels, personnels, patrimoniaux. Parce que choisir sa structure juridique, ce n'est pas un détail administratif, c'est poser la première pierre ou parfois remplacer les fondations de ce qui sera pour vous un outil de travail, un outil de création, de valeur, un outil de liberté. Alors installez-vous confortablement, on va dérouler ensemble le fil de ce sujet stratégique. Alors avant de se lancer dans le grand bain des structures juridiques, il faut poser les bases, comprendre les fondations sur lesquelles repose toute officine aujourd'hui. Quand on devient titulaire, on ne devient pas seulement pharmacien responsable au sens de la réglementation. On devient aussi chef d'entreprise et comme tout chef d'entreprise, on doit choisir un cadre juridique pour exercer. C'est ce que l'on appelle la société d'exploitation. C'est elle qui détient le fonds de commerce, autrement dit l'officine elle-même. C'est elle qui signe les contrats de travail avec votre équipe, qui négocie les conditions commerciales avec vos grossistes répartiteurs, qui assure la relation avec vos partenaires financiers, qui paie les charges, qui encaisse les ventes, qui gère les stocks, qui prend en charge les investissements du quotidien. Bref, c'est le cœur battant de votre activité, le centre névralgique, celui qui fait tourner la boutique jour après jour. Mais derrière cette couche visible, il y a une autre dimension, moins intuitive, pour un pharmacien fraîchement diplômé, mais essentielle. Dès qu'on veut raisonner en entrepreneur, en stratège, c'est la société holding. Et dans notre secteur, cette holding, elle prend également et généralement la forme d'une SPFPL, la société de participation financière de profession libérale. La holding, contrairement à la société d'exploitation, elle ne délivre pas d'ordonnance. Elle ne facture pas de clients, elle ne gère pas de stock. Sa mission, elle est plus discrète, mais tout aussi déterminante. Investir, structurer, préparer l'avenir. Concrètement, elle peut détenir tout
partie des parts de la société d'exploitation, et cela ouvre plusieurs leviers puissants. Déjà, le fait de centraliser les dividendes générés par l'officine et de les réinvestir plus facilement dans de nouveaux projets. Des rachats de parts d'un associé, l'acquisition des murs de la pharmacie, la création de filiales. Et puis, vous pouvez aussi optimiser la fiscalité en profitant de régimes favorables aux sociétés mères, ce qui permet de dégager davantage de moyens pour investir ou constituer une épargne de sécurité. Vous pouvez également fluidifier l'association. L'entrée ou la sortie d'un associé se fait plus facilement par la holding sans perturber directement l'équilibre opérationnel de la pharmacie. Et puis vous pouvez préparer la transmission, que ce soit dans un cadre familial, le passage à des enfants, patrimonial avec l'organisation de son patrimoine global, ou dans une logique de cession pure et simple. En fait, on peut comparer cette organisation en un duo bien rodé. La société d'exploitation, c'est le moteur, elle fait tourner la machine, elle est dans l'action quotidienne. La FPL, c'est plutôt le cockpit, elle prend de la hauteur, elle anticipe la trajectoire, elle optimise la vitesse et elle prépare les grandes manœuvres. Les deux, elles sont donc interdépendantes. Une décision de distribution ou d'investissement prise dans la holding impacte l'exploitation et inversement, la performance de l'exploitation conditionne la capacité d'action de la holding. C'est pourquoi il est essentiel de penser ces deux ensembles comme un véritable écosystème cohérent. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que le statut juridique n'est pas une simple formalité administrative, ce n'est pas juste une case à cocher chez le notaire ou l'expert comptable, c'est un outil de pilotage stratégique qui doit être pensé à la lumière de votre projet global, de vos ambitions de développement, de votre parcours professionnel, de vos besoins de protection patrimoniale et même aussi de votre vision de sortie dans 10, 15 ou 20 ans. En d'autres termes, choisir sa structure, c'est déjà commencer à piloter son avenir. Alors avant de plonger dans les subtilités des SEL, on va prendre aussi un temps pour faire un tour d'horizon complet des coquilles juridiques à disposition d'un titulaire. Chacune a son histoire, ses atouts, ses choses-trappes aussi. Et vous allez voir, certaines sont des vestiges du passé, quand d'autres sont de véritables tremplins pour l'avenir. Alors, avant de parler des SEL et des structures sophistiquées, commençons par les formes historiques, celles qui ont fait leurs preuves dans des centaines d'officines françaises. Je veux parler des EURL et de la SARL. Elles rassurent par leur simplicité et leur cadre juridique qui est finalement bien connu, mais attention, rassurant ne veut pas dire universel. Alors, l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, elle est taillée pour le pharmacien qui se lance seul dans l'aventure, qu'il s'agisse d'un rachat ou d'une création. Ses avantages, c'est une responsabilité limitée. En cas de problème, les biens personnels sont protégés, seul l'apport initial est en jeu. Psychologiquement, c'est une vraie sécurité. On a également une souplesse fiscale, car tu peux démarrer à l'IR, ce qui est intéressant si la rentabilité est encore fragile. Puis lorsque la trésorerie se consolide, tu peux basculer à l'IS pour profiter d'un taux d'imposition plus bas et lisser tes revenus. C'est une gestion également extrêmement simple, un seul associé, un seul décideur. Il y a des statuts qui sont standards, qui sont faciles à mettre en place. Maintenant parlons des limites. On est en isolement stratégique car tu es seul maître à bord, impossible d'associer ton adjoint, ton conjoint ou même une holding sans transformer la structure. Et puis on a une évolutivité qui est réduite. Dès que tu envisages un deuxième projet ou une transmission progressive, le réel, ça devient un véritable carcan. Bref, c'est un peu comme une petite maison de campagne, c'est idéal pour s'installer seul, au calme, mais vite, ça devient vite trop étroit si la famille elle s'agrandit ou si tu veux recevoir un peu plus de monde. Ensuite, on a la SARL, la société à responsabilité limitée. C'est l'évolution naturelle de l'URL. Dès que vous êtes 2 ou 3 titulaires, ça devient la forme privilégiée. Ses avantages, c'est une gouvernance qui est familière. Un ou plusieurs gérants, des décisions qui sont prises à la majorité, c'est carré, c'est accessible, tout le monde connaît les règles du jeu. On a une stabilité qui se retrouve être renforcée, la cession des parts est encadrée, chaque nouvel entrant doit être agréé par les associés en place, et cela évite les mauvaises surprises et cela protège l'équilibre du groupe.
La fiscalité est lisible, à l'IS par défaut, mais il y a une possibilité de rémunérer les gérants, de distribuer des dividendes, d'optimiser la répartition des revenus. Quelles en sont les limites ? L'entrée des investisseurs, c'est compliqué. Associer une holding ou un nouvel investisseur, c'est plus lourd que dans une CELAS. Chaque cession de part déclenche 3% de droits d'enregistrement, ce qui peut vite peser sur les négociations. On a également une rigidité statutaire. Les statuts de SARL laissent peu de place à la créativité, on est dans un cadre assez normé, ce qui rassure mais qui peut également frustrer dans des projets plus ambitieux. Alors la SARL, c'est un peu comme un pavillon familial, solide, confortable, parfait pour un couple ou un petit groupe de titulaires soudés, mais pas idéal si vous prévoyez d'ouvrir le capital ou de multiplier les projets. Si on veut résumer le IRL c'est pour démarrer seul avec une approche prudente, patrimoniale. La SARL, c'est pour commencer à faire de l'association, stable, familiale, amicale, où la priorité c'est la cohésion, la simplicité. Ces structures, elles restent très utilisées en pharmacie car elles rassurent, elles offrent une bonne protection, mais dès que la stratégie elle inclut une croissance externe, une réorganisation du capital ou même une transmission progressive, il va falloir songer à passer à la génération suivante. Je veux parler des SEL, des sociétés d'exercice libéral. Avant d'entrer dans les SEL, on va parler de la société en nom collectif, parce que c'est un dinosaure qu'on regarde avec respect, mais qu'on évite d'apprivoiser. La SNC, on va peut-être en entendre parler plus tard, mais bon, je pense plus, maintenant c'est passé la SNC. Ça a longtemps été une forme utilisée pour les officines familiales. Elle reposait sur une logique de confiance absolue entre les associés, souvent des frères, des sœurs, des parents, car tout le monde savait que l'aventure entrepreneuriale, ça se jouait en famille. Les contraintes majeures, c'est la responsabilité qui est illimitée, solidaire. Chaque associé engage son patrimoine personnel et pas seulement à hauteur de ses apports. Autrement dit, si l'un ne peut pas payer, les autres paieront pour lui. C'est un risque massif. On a également une souplesse statutaire qui est trompeuse. La SNC, elle peut sembler simple à rédiger et gérer, mais cette facilité, elle est écrasée par la prise de risque disproportionnée, une fiscalité souvent moins avantageuse que les structures modernes, car l'imposition, elle s'effectue directement au niveau des associés, l'impôt sur le revenu, ce qui peut vite alourdir la note. Qu'en accroisse-t-on encore ? Essentiellement dans les vieilles officines familiales, restées figées dans le schéma, et dans des cas rarissimes de confiance absolue entre associés, où l'on privilégie la tradition et la proximité à la protection patrimoniale. Si je vous parle de SNC, c'est pour vous allumer surtout un gyrophare, pour vous dire que ce n'est pas une structure du 21e siècle. Et avant de signer, assurez-vous que tout le monde a parfaitement conscience du risque encouru, parce qu'aujourd'hui, il existe des alternatives infiniment plus protectrices et tout aussi efficaces juridiquement. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, à savoir les SEL. En effet, depuis les années 2010, les sociétés d'exercice libéral ont totalement redessiné le paysage. Leur atout, c'est qu'elles permettent d'ouvrir le capital tout en gardant le contrôle entre des mains pharmaceutiques. Alors pourquoi y a-t-il eu un tel succès ? Déjà, c'est qu'elles accompagnent la croissance externe, l'association progressive des adjoints, les regroupements en officine et les transmissions en douceur. On observe une ouverture maîtrisée du capital avec des pharmaciens en exercice, des anciens titulaires retraités, des SPFPL et peut-être même demain d'autres professions de santé si le législateur élargit les règles. C'est donc un outil moderne car la SEL a l'ADN d'une entreprise en mouvement, prête à s'adapter aux mutations du secteur officinal. Alors dans ces SEL, on va avoir des subdivisions. La première, c'est la SEL ARL, la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Elle est proche de la SARL classique avec des parts sociales et une gérance exercée obligatoirement par un ou plusieurs pharmaciens actifs dans l'officine. Elle est rassurante, elle est familière pour ceux qui viennent de la culture de la SARL et c'est donc idéal pour une association stable, je dirais, à 2 ou 3 pharmaciens qui veulent travailler ensemble sur du long terme. Les points faibles, c'est une cession de parts qui est lourde avec des droits d'enregistrement de l'ordre de 3%, des freins à une réorganisation fréquente ou à des entrées-sorties rapides d'associés. C'est donc une bonne solution pour les groupes
stables et familiaux, mais c'est moins adapté à ceux qui veulent bouger vite. Ensuite, on va avoir les SELAS, les sociétés d'exercice libéral par action simplifiée. C'est la star montante, elle est inspirée par la SAS du monde commercial et elle coche toutes les cases de la modernité. On a une gouvernance qui est moderne avec un président, qui est le pharmacien exerçant souvent, et la possibilité d'ajouter des directeurs généraux ou même un comité stratégique. On a un capital en action et donc des sessions qui sont très fluides. C'est un simple ordre de mouvement avec des droits d'enregistrement de l'ordre de 0,1%. Cela permet donc des entrées et des sorties d'associés quasiment instantanées. On observe la quasi-réalisation de statuts sur mesure avec des clauses d'agrément, des actions de préférence et des seuils de majorité qui sont adaptés à chaque projet. Son atout majeur finalement c'est d'être parfaite pour des projets multi-associés avec des regroupements rapides ou de la croissance externe. Par contre, il va falloir être vigilant à bien verrouiller les clauses d'agrément pour rester conforme aux règles ordinales et surtout éviter une ouverture sauvage du capital. La SELAS, c'est aujourd'hui l'outil le plus flexible et le plus évolutif, c'est le choix de ceux qui anticipent déjà la pharmacie de demain avec l'intégration d'adjoints, le développement multisite ou la réorganisation agile. Les SEL, et en particulier les SELAS, cela représente la révolution silencieuse de la pharmacie française. Elles ont transformé le métier de titulaire en faisant passer la logique d'installation unique et figée à celle de l'entreprise de santé évolutive et stratégique. Alors, maintenant, abordons la SPFPL. Car même si elle n'exploite pas directement l'officine, la SPFPL, qui est l'acronyme de Société de participation financière de profession libérale, mérite toute notre attention. On pourrait l'appeler le bras armé financier et patrimonial du titulaire. La SPFPL, c'est une holding. Elle est réservée aux professions libérales réglementées comme la nôtre, dont les pharmaciens. Elle ne vend pas de médicaments, elle ne signe pas de feuilles de soins et ne gère pas le personnel. Son rôle, il est exclusivement stratégique et financier. Elle peut détenir jusqu'à 3 participations dans des SEL, ce qui suffit pour structurer un réseau de 2 ou 3 officines ou pour intégrer vos participations immobilières via des SCI. Les bénéfices concrets, c'est bien évidemment une optimisation fiscale, car les dividendes perçus par la SPFPL sont soumis à l'IS et non au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Cela permet de réinvestir les dividendes dans d'autres projets officinaux ou immobiliers sans alourdir la fiscalité personnelle. Ensuite, on a une gestion patrimoniale et une succession, car plutôt que de transmettre chaque bloc de parts de différentes officines, vous pouvez transmettre les actions de la holding et cela simplifie la succession. Elle facilite également le départ progressif d'un titulaire et l'intégration de ses enfants ou de ses associés, tout en maintenant le contrôle stratégique. C'est un outil d'investissement et de structuration avec une acquisition de parts dans d'autres SEL pour des projets multisiples possibles, des rachats progressifs des parts d'un associé sortant en évitant de puiser directement dans la trésorerie de l'officine, et puis possible également l'achat des murs ou la création d'une SCI détentrice de l'immobilier officinal et pas de l'immobilier classique. C'est également une crédibilité bancaire renforcée, une SPFPL qui est bien structurée. Cela donne une image professionnelle et sérieuse aux banques, aux investisseurs. Elle montre que le titulaire il pilote son réseau comme un vrai groupe avec une vision patrimoniale et stratégique. Alors, comment articuler tout ça? Choisir la bonne structure, vous l'avez compris, c'est mettre en cohérence votre projet officinal avec votre horizon stratégique. Donc, projet solo patrimoine modeste, EURL ou plutôt une SARL, association familiale ou un binôme stable SARL ou SEL-ARL, une croissance externe, des investisseurs, des adjoints associés, une CELAS associée à une SPFPL, une transmission à un horizon de 5 à 10 ans, encore une fois, une CELAS avec une SPFPL. Le message clé, c'est que la bonne structure, elle protège, elle simplifie, elle projette. Elle n'est pas choisie pour l'officine que vous êtes aujourd'hui, mais plutôt pour l'entreprise que vous voulez détenir, devenir
dans 5, 10, 15 ans. Le duo CELAS plus SPFPL est à mon avis, à mon sens, aujourd'hui la combinaison la plus puissante pour anticiper la croissance, les mouvements de capital et puis la transmission patrimoniale. Alors avant de trancher, projetez votre officine sur 5-10 ans. Souhaitez-vous intégrer un adjoint, créer un réseau multisite, racheter des parts d'un associé, simuler également les impacts fiscaux avec un expert comptable spécialisé en officine, et puis pensez transmission, même si la sortie est encore loin, anticipez, réduit les coûts et les complexités. En résumé, la SPFPL, ça transforme votre officine en entreprise structurée, agile et patrimoniale, et prête finalement à relever tous les défis de demain. Alors maintenant, faisons un petit comparatif entre une SEL ARL et une CELAS. Car vous allez sûrement être amené à hésiter entre une SERL et une CELAS. C'est malheureusement le dilemme du titulaire 2.0. Ces deux carrosseries qui sont finalement très proches à première vue, mais sous le capot, la mécanique est totalement différente et comme souvent en pharmacie, le diable se cache dans les détails. Alors oublions le jargon juridique et passons à un comparatif concret, terrain. Déjà, la SERL, c'est une structure familiale, elle est héritée de la SERL traditionnelle, elle encadre strictement la gouvernance et les mouvements de capital, elle est choisie pour la stabilité, la sécurité, la culture du groupe restreint. Elle est donc idéale pour des officines ou des associés qui se connaissent depuis longtemps et où on le recherche un cocon protecteur. La CELAS, par contre, c'est plutôt une start-up officinale, inspirée de la SAS, comme je vous l'avais dit, commerciale. C'est agile, c'est modulable, c'est ouvert aux évolutions rapides. Ça convient donc parfaitement à des projets multi-associés, aux levées de fonds ou à la croissance externe. Cela permet d'anticiper les entrées, sorties d'associés sans bloquer l'entreprise. Alors, on pourrait être dans une logique de qui peut plus, peut le moins. Après, il faut être quand même vigilant à bien structurer la SEL, du moins la société à laquelle on va choisir par rapport à ses ambitions. Parce que la CELAS, ça peut aussi envoyer un message fort en mode « je suis open à accepter n'importe quel type d'investisseur dans mon projet professionnel ». Pourquoi pas? On peut l'être. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer d'être toqué régulièrement par des associés qu'on ne souhaite pas ou qu'on ne veut pas. Ça peut être aussi des points d'entrée par et pour le gouvernement pour ouvrir le capital de nos pharmacies. Donc je dirais que la CELAS, pour moi, c'est l'outil que je privilégie, que j'ai utilisé moi dans mes différents investissements, mais parce que j'en assume l'idée, c'est-à-dire que au jour où je vous réalise cette vidéo, on est en plus propriétaire de la pharmacie du Manoir, on est propriétaire investisseur dans 3 autres pharmacies, et puis au-delà de ça, on va aussi chercher à investir en nom propre dans d'autres pharmacies. Bref, le projet, je dirais, multi-site, multi-casquette, il a été pensé et assumé depuis déjà très longtemps. Si on avait eu la volonté d'avoir juste la pharmacie du Manoir, on serait resté en SEL-ARL parce que ça aurait été plus confortable, parce que ça aurait été plus logique en termes d'image, de véhicule qu'on aurait créé. Au niveau de la fiscalité, la SEL-ARL, ce sont des parts sociales. La cession, ça se fait par un acte écrit avec un dépôt au greffe. Et la fiscalité au moment de la cession, c'est 3% après abattement. Pour la CELAS, ce sont des actions. La cession se fait par simple ordre de mouvement, plus des registres d'actions. Et la fiscalité sur cession, c'est 0,1% seulement. Bref, encore une fois, la CELAS, elle domine la SEL-ARL. Parce que fiscalement et administrativement parlant, c'est plus simple et moins coûteux. En ce qui concerne les entrées et sorties d'associés, pour la SEL-ARL, chaque nouvel associé doit passer par un acte écrit, par un engagement formel des associés existants, par un dépôt au greffe. L'avantage, c'est que c'est sécurisant et clair pour les relations internes. Les limites, c'est que c'est lourd et surtout si vous prévoyez des mouvements fréquents. En gros, en fait, ça vous sécurise, vous, en tant qu'associé, de ne pas avoir débarqué n'importe qui dans votre pharmacie. La CELAS,
Les actions circulent finalement comme des cartes Pokémon. On a une fluidité quasi instantanée pour céder ou entrer au capital. C'est parfait si vous souhaitez associer un adjoint ou rééquilibrer régulièrement les participations. C'est également idéal pour des projets dynamiques ou multisites. En ce qui concerne maintenant la gouvernance et la souplesse, la SERLAL, c'est une gérance qui est simple, parfois collégiale, mais avec un cadre légal rigide. On a donc une stabilité au détriment de l'agilité. En ce qui concerne la CELAS, ce sont des statuts sur mesure avec un président, un directeur général, un comité stratégique. On a des actions de préférence, on a des clauses de sortie, on a des seuils de majorité, on a des earn-out. C'est adaptable à des situations complexes, comme des entrées multiples, des réorganisations, des levées de fonds. Bref, si votre officine, elle vise la croissance externe ou l'entrée d'investisseurs, encore une fois, la CELAS, ça permet d'éviter les frictions juridiques et fiscales. Bref, pour résumer, la SEL-ARL, c'est une stabilité, c'est de la proximité, c'est de la simplicité. La CELAS, c'est de l'agilité, c'est de la liquidité, c'est de l'évolutivité. Choisissez donc selon votre horizon, votre projet, vos valeurs, mais pas selon la mode. Et avant de trancher, pensez à simuler l'entrée et la sortie d'associés, la cession potentielle avec votre expert comptable pour voir l'impact réel sur la trésorerie et la fiscalité. Maintenant, abordons le statut social du dirigeant. Dans les deux cas, les dirigeants, ils exercent en TNS, en travailleurs non salariés. On a une protection sociale qui est identique, retraite, prévoyance, santé avec les limites propres au régime des TNS, donc pas de chômage par exemple. Pensez, lorsque vous travaillez dans des structures type SEL-ARL ou CELAS, à adosser un contrat Madelin solide pour compléter votre retraite, une prévoyance renforcée pour sécuriser vos revenus et protéger votre famille, et puis bien évidemment d'anticiper les fluctuations de trésorerie, les périodes d'investissement ou de croissance externe. Alors, quelle structure pour quel projet? La SEL-ARL, cocon protecteur, donc choisissez la SEL-ARL si votre officine, ça reste quelque chose à taille humaine, avec 1-2 associés, une équipe qui est soudée. Si vous visez la simplicité administrative, car il y a peu de mouvements de capital, peu de modifications statutaires, la SEL-ARL c'est parfait parce que c'est tellement lourd qu'on n'a pas envie de les faire. Et puis votre horizon, qui doit être stable, familial, priorité donc à la cohésion plutôt qu'à la croissance externe. Les avantages clés, vous les avez compris, c'est une gouvernance simple, sécurisée, des décisions qui sont rapides, réalisées par un petit noyau, et puis moins de frais de gestion courante à court terme. Les limites, c'est très clairement que c'est moins fluide et moins flexible pour accueillir des investisseurs ou associer un adjoint, et chaque cession de part reste coûteuse et longue surtout, avec 3% de droits d'enregistrement. La CELAS, c'est le contraire, c'est un accélérateur de croissance, et donc il va falloir opter pour la CELAS si vos mots-clés sont développement, holding, multisite, entrée d'adjoint dans les 5 prochaines années. Si vous souhaitez fluidifier les mouvements de capital avec des entrées, des sorties d'associés, des levées de fonds, des restructurations, si vous voulez préparer la transmission ou la revente sans freiner l'activité quotidienne de l'officine, bref, flexibilité totale des statuts avec vote, action de préférence, earn-out, transmission rapide et peu coûteuse avec des droits d'enregistrement qui sont quasi négligeables. C'est donc idéal pour anticiper l'évolution et sécuriser la stratégie patrimoniale. Moi, je vous invite toujours à tester vos scénarios, ça je vous l'ai dit, stimuler une revente à 5 ans, intégrer l'entrée d'un associé dans une SPFPL à hauteur de 30%, et puis comparer fiscalité, formalité, trésorerie. Bien souvent, dans 8 cas sur 10, la CELAS, elle sort gagnant, car dès qu'il y a du mouvement capital, c'est la CELAS qui est la moins coûteuse, mais la SEL-ARL reste un excellent cocon pour les projets à taille humaine où la cohésion prime sur l'agilité. Alors, maintenant, abordons plus spécifiquement la SPFPL, car on en a parlé dans les SEL, on a même comparé les SEL-ARL et les CELAS, mais finalement, là-dedans, dans cette organisation, il reste une pièce du puzzle que beaucoup de jeunes titulaires
découvrent un peu tard, parce que aussi elle est récente finalement, c'est la SPFPL. C'est un peu la coulisse, la machinerie qui ne se voit pas dans l'officine au quotidien, mais qui peut changer complètement votre trajectoire en tant qu'entrepreneur. La SPFPL, pour rentrer dans le détail, donc, c'est une holding qui est spécifique aux professions réglementées, ça on l'avait vu, pas forcément qu'aux pharmaciens. On peut la retrouver chez les avocats, les experts comptables, les médecins. Contrairement à votre officine, elle n'exploite pas directement l'activité quotidienne, donc ça veut dire qu'elle ne vend pas de médicaments, elle ne gère pas les équipes, elle ne signe pas de feuilles de soins. Sa mission, c'est plutôt stratégique, financier. On peut la voir donc, je vous l'ai dit, comme le bras armé, patrimonial, d'investissement de l'officier entrepreneur. Elle détient des titres dans une ou plusieurs SEL. Elle centralise les dividendes pour les réinvestir dans des officines ou dans d'autres structures ou dans l'acquisition de murs. Et puis elle prépare efficacement l'avenir en facilitant la réorganisation du capital et en optimisant la fiscalité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une SPFPL ne peut détenir des parts que dans 3 officines maximum. Ce n'est pas un modèle de grande distribution, mais c'est suffisant pour créer un petit réseau cohérent ou planifier plusieurs étapes dans votre parcours entrepreneurial. Vous pouvez posséder par exemple votre officine principale, participer à un projet secondaire avec un jeune associé ou garder une 3e participation pour préparer une transmission future. Alors pourquoi la SPFPL elle est stratégique ? Tout d'abord parce qu'elle permet de réaliser une optimisation fiscale. Les dividendes, elles sont remontées via la holding, elles bénéficient du régime mère-fille, ce qui réduit la taxation immédiate sur vos revenus personnels. Ensuite, on a une gestion patrimoniale et elle assure également une succession plutôt facile. Car plutôt que de transmettre chaque bloc de parts d'officine séparées, vous transmettez les actions de la holding et cela simplifie la succession et la continuité de l'activité. On a une flexibilité également pour les associés et les investisseurs. Accueillir, grâce à la SPFPL, un nouvel associé dans l'officine, cela devient plus simple et aussi moins coûteux car la SPFPL, elle gère le capital et elle centralise les mouvements. Enfin, et ça je l'ai déjà évoqué, ça génère une crédibilité bancaire car une SPFPL bien structurée, ça montre une vision de groupe, une vision entrepreneuriale, ça rassure les banques et ça facilite les financements. La SPFPL, c'est pas obligatoire pour un titulaire solo, débutant, mais dès qu'il y a plusieurs officines, des projets d'association ou une transmission envisagée, ça devient un outil incontournable pour projeter son officine dans le temps et sécuriser son patrimoine professionnel. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est la SPFPL, la vraie question c'est à quoi ça sert dans la pratique. Parce que derrière ce sigle un peu barbare se cache un outil qui peut réellement, radicalement, transformer votre manière de gérer votre officine, votre patrimoine, votre vision entrepreneuriale. Le premier point, je l'avais abordé très succinctement, c'est d'optimiser sa fiscalité personnelle. Si vous encaissez directement les dividendes de votre SEL en tant que personne physique, elles subissent immédiatement la flat tax à 30%, et autant dire qu'une bonne partie de vos bénéfices part directement à l'État. Avec une SPFPL, c'est une autre histoire car les dividendes, elles passent d'abord par la holding qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, qui est plutôt aux alentours des 15-25% selon les cas. Le résultat, c'est que vous pouvez réinvestir ces bénéfices dans d'autres projets officinaux, acheter des parts, financer une SCI pour vos murs, préparer un deuxième site, sans être ponctionné immédiatement par la fiscalité personnelle. On pourrait presque parler d'un compte de capitalisation interne, mais 100% dédié au monde professionnel. Il n'y a quasiment pas de friction fiscale, ou très peu. Le deuxième point, c'est qu'une SPFPL, ça permet de préparer sa stratégie patrimoniale. Car c'est un véritable outil de transmission. Vous pouvez transmettre progressivement vos parts à vos enfants tout en gardant le contrôle opérationnel de votre officine. Vous pouvez dissocier 2 choses, l'exploitation qui continue de tourner avec votre équipe et le capital qui se transmet en douceur et surtout à votre rythme. C'est donc une solution idéale pour ceux qui veulent sortir progressivement ou préparer une succession sans brutalité, contrairement à une succession directe de parts qui peut être lourde et complexe. Le troisième point, c'est que cela permet d'accueillir d'autres participations. En effet, la SPFPL n'est pas limitée à une seule officine, elle peut regrouper plusieurs participations dans différentes SEL et même accueillir des SCI qui détiennent vos murs. J'insiste, les murs de l'officine
Une SPFPL, c'est une société de participation financière de profession libérale. Ça veut dire que si vous y associez une SCI, l'objet d'action de votre SCI, c'est pas du patrimonial. C'est pas acheter un appartement à Cannes ou en Dordogne ou en Corse. C'est un outil professionnel destiné à l'activité de votre profession de pharmacien. Si vous suivez régulièrement ces vidéos, c'est par exemple nous ce qu'on a fait avec Marc-Antoine, c'est acheter une maison située juste à côté de la pharmacie. Et à quoi sert cette maison? Tout simplement en fait à faire un support logistique de notre pharmacie. On ne va pas la mettre en Airbnb. On ne va pas la mettre en location nue longue durée. C'est vraiment un outil stratégique pour notre officine. Alors le bénéfice, c'est que vous construisez une vision globale, centralisée de votre patrimoine professionnel. Tout devient plus clair, plus lisible pour vous et aussi pour vos partenaires. On parle ici d'un véritable tableau de bord stratégique où chaque investissement est piloté de manière cohérente. La SPFPL, ça permet de renforcer également sa crédibilité bancaire, parce qu'une officine qui est isolée, ça reste un acteur local, mais une officine intégrée dans une SPFPL avec plusieurs participations et puis un pilotage centralisé, c'est un groupe structuré, organisé, réfléchi, et ça les banques, elles adorent. Une holding qui est bien montée, ça envoie un signal de solidité et de stratégie sur le long terme. Ça facilite l'accès au crédit, ça rend vos discussions avec les partenaires financiers beaucoup plus fluides. En résumé, une SPFPL, c'est pas seulement une structure juridique, c'est un accélérateur, un outil de pilotage, un facilitateur fiscal et patrimonial. Ça permet de penser votre officine au-delà du comptoir avec une vision stratégique à moyen et à long terme. Alors, quelle doit être la forme juridique d'une SPFPL? Parce qu'une SPFPL, finalement, c'est juste un acronyme, mais ce n'est pas une définition de société. Officiellement, elle peut se présenter sous deux options, soit à responsabilité limitée, donc c'est la SPFPL ARL, soit par action simplifiée, une SPFPL AS. Mais dans sa vraie vie, la question, elle n'est pas tant quelle forme choisir, mais plutôt comment cette holding s'intègre dans ma stratégie globale. Et si votre objectif c'est de faciliter l'entrée de vos enfants, de votre conjoint ou d'une holding familiale, la AS, elle est plus souple et ça vous donnera de la liberté. Le mouvement de capital, ils sont plus fluides, les actions, ça circule plus facilement, vous pouvez paramétrer vos statuts pour encadrer les entrées et les sorties d'associés selon vos besoins. A l'inverse, si vous êtes dans un cadre plus stable, sans mouvement fréquent, de capital, et que votre objectif est simplement de centraliser vos participations et de sécuriser vos flux financiers, une forme ARL suffit largement. Ça reste simple à gérer et parfaitement adapté à une vision patrimoniale classique. Encore une fois, la forme AS reste prioritaire parce que finalement, lorsqu'on a décidé de créer une SPFPL, c'est qu'on a une vision entrepreneuriale et à partir du moment où on a une vision entrepreneuriale, c'est une drogue. On a envie d'en faire plus, toujours plus. Et du coup, en fait, la SPFPL de type AS, par action simplifiée, devient une évidence. Alors, vous l'avez compris, la SPFPL, c'est vraiment le bras armé pour le pharmacien titulaire entrepreneur. C'est discret, c'est puissant, ça permet d'optimiser les flux financiers, ça permet de préparer vos transmissions, ça permet de structurer vos participations, ça booste votre crédibilité. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire, mais finalement, dès que vous commencez à parler de multi-officine, d'achat de murs, de transmission à moyen terme, ça devient rapidement incontournable. En gros, votre société d'exploitation, c'est votre quotidien opérationnel, celle qui fait tourner l'officine jour après jour, la SPFPL, quand vous l'aurez créée, ça sera votre vision à long terme, votre outil stratégique, votre tableau de bord patrimonial. J'ai envie de dire, la SEL, la société d'exercice, la société d'exploitation, c'est ce que vous allez vivre dans votre quotidien, avec votre équipe. C'est vos valeurs de l'officine dans l'officine. La SPFPL, c'est quelque chose de plus personnel, c'est votre vision en tant que chef d'entreprise, au sens large du terme, c'est votre vision macroscopique. Là, vous vous détachez de votre équipe et vous avez une vision, je dirais, un petit peu plus multi-entrepreneur. Alors, vous l'avez compris, choisir la structure juridique,
de son officine, c'est pas juste cocher une case. C'est un acte fondateur, un choix qui va façonner à la fois votre quotidien de titulaire, votre avenir en tant qu'entrepreneur. Une structure, c'est une vision, car derrière un statut, ce n'est pas seulement du droit ou de la fiscalité, c'est un projet officinal qui s'exprime. La structure que vous choisissez, elle doit être le miroir de vos ambitions, une aventure en solo, un projet collectif, un horizon patrimonial. Alors les bonnes questions à se poser, c'est qu'avant de signer, il va falloir se prendre du temps pour s'interroger. Suis-je seul ou est-ce que j'ai envie de rester seul ou est-ce que j'ai envie de m'entourer d'associés? Est-ce que je me vois dans cette seule et unique pharmacie toute ma vie ou plutôt créer un réseau? Est-ce que je veux une gouvernance plutôt agile, moderne, quelque chose de plutôt traditionnel et protecteur qui me rassure? Est-ce que je me projette vers une cession, vers une association, une transmission familiale? Et puis enfin, comment je veux protéger, bâtir, sauvegarder mon patrimoine officinal? Alors, l'idée générale de cette vidéo, c'est de vous dire qu'il ne faut pas rester seul. Car la pire erreur, c'est de vouloir décider ça dans son coin. Même si vous avez déjà beaucoup d'informations avec cette vidéo, ce n'est pas suffisant. Alors, entourez-vous d'un expert comptable spécialisé en officine, d'un avocat en droit des sociétés et même de confrères titulaires qui ont déjà traversé ce chemin. C'est des retours qui sont souvent plus parlants qu'un tableau fiscal. Souvenez-vous de ça, on ne choisit pas une structure pour aujourd'hui, mais plutôt pour demain. Votre décision, elle doit être alignée non seulement avec vos besoins actuels, mais aussi, et je dirais même surtout, avec ce que vous voulez construire dans 5, 10 ou 15 ans. Parce que piloter une officine, ce n'est pas seulement délivrer des ordonnances ou gérer des stocks, c'est aussi penser comme un chef d'entreprise, un stratège, un bâtisseur. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à le partager avec un confrère, à le noter ou à m'écrire sur LinkedIn ou en bas de cette vidéo. Je suis toujours partant pour échanger avec des pharmaciens entrepreneurs comme vous. Je vous dis à très vite sur Le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle entrepreneuriat et gestion officinale. À très bientôt.